Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Il y a plus de 5 ans, la France vivait l'un des attentats terroristes les plus traumatisants de son histoire. Aujourd'hui, le procès de ces attentats prend fin avec un verdict attendu dans la journée. Pendant tout ce temps, le travail de mémoire s'opère notamment grâce aux victimes, dont Christophe Naudin, que je reçois aujourd'hui. Bonjour Christophe Naudin. Vous êtes professeur d'histoire, rescapé donc des attentats du 13 novembre. On vous doit notamment Journal d'un rescapé du Bataclan aux éditions Libertalia. Denis Péchanski, bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et vous êtes responsable d'un programme de recherche consacré au 13 novembre. Christophe Naudin, que retenez-vous de ce procès ? Plusieurs choses, la durée déjà, donc c'était très long. Ensuite, l'organisation qui était quasi parfaite, selon moi. Vraiment, tout était vraiment très impressionnant. Et puis, globalement, la dignité aussi de ce qui s'est passé dedans. Par quelques moments, il y a eu des moments très forts, mais je pense personnellement que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, en ce qui concerne le bilan personnel que je pourrais avoir, c'est ce que j'attendais en fait. Voilà. C'est ce que vous attendiez, c'est-à-dire que vous vouliez, donc, j'imagine, effectivement, un procès où l'on puisse entendre notamment les victimes, apporter peut-être de la sérénité. Est-ce que ce procès, il peut, je ne sais pas, contribuer peut-être à apaiser un peu les souffrances des familles des rescapés ? Est-ce qu'il sert à autre chose, Christophe Naudin ? En ce qui me concerne, j'attendais deux choses principalement, la parole aux victimes effectivement, et puis plus de détails sur le déroulé notamment des attentats. Et ça, là-dessus, j'ai eu la plupart de mes réponses. Après, pour l'apaisement, en ce qui me concerne, je verrai, je peux pas le dire maintenant. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre, le sentiment, ça se termine. Je suis un peu frustré par les dernières semaines parce que j'ai pas pu aller beaucoup au procès. Donc je vais voir, je peux pas dire maintenant si ça m'a apaisé ou pas. Je sais que d'autres parties civiles se sentent apaisées, d'autres encore pas du tout. Donc on est très divers en fait dans les parties civiles et on verra. En ce qui me concerne, je verrai dans plusieurs mois, voire peut-être plus, pour savoir ce que ça m'a vraiment apporté, quoi. Tout au long de ce procès, il a été question justement de la manière dont les parties civiles se sont parlé, dont elles sont devenues solidaires, une forme de bloc. C'est comme ça que vous l'avez vécu, Christophe Naudin ? Personnellement, oui. En y allant, c'était vraiment une des choses très, très fortes que je vivais, c'était de retrouver les autres parties civiles et de partager ensemble tout ce qui se passait, y compris les moments durs. Après, voilà, c'est pareil. Il y a des parties civiles qui n'étaient pas là, qui voulaient pas venir, qui pouvaient pas venir. Il y a ceux qui étaient à la web radio. Donc là aussi, il y a une grande diversité. Mais c'est vrai que tous ceux qui venaient sur place, qui pouvaient venir sur place, ont ressenti ça, à mon avis, cette solidarité entre les parties civiles, mais aussi avec les autres personnes présentes. Il y avait une espèce de mélange entre parties civiles, avocats de la défense et des parties civiles, journalistes aussi. Ça, c'était aussi un des moments, enfin les moments vraiment forts de ces 10 mois. Il y avait ceux qui voulaient parler, ceux qui ne voulaient pas parler. Il y avait des badges de couleurs qui étaient distribués. Une couleur pour montrer que ce témoin était d'accord pour parler à la presse, et puis une autre couleur pour dire qu'il ne souhaitait pas s'exprimer. Comment ça se distribuait ? Est-ce que vous-même, par exemple, vous avez changé au fil du procès, avec des moments où vous souhaitiez garder le silence, d'autres où vous souhaitiez parler, Christophe Naudin ? Oui, ça c'était juste encore un point vraiment très, très bien fait de l'organisation. Et la plupart moi j'ai changé, ça dépendait des moments. Il y a des moments où j'étais en rouge avec le cordon rouge, d'autres cordon vert. Aujourd'hui, j'hésite encore si je vais avoir le cordon rouge ou vert. Donc, chacun faisait au feeling. On pouvait rentrer avec le cordon rouge, sortir avec le cordon vert ou l'inverse. C'était vraiment ça. Chacun a fait comme il l'a senti et c'était vraiment une bonne chose aussi. C'est compliqué effectivement de savoir ce que l'on peut, ce que l'on doit vous demander. Vous avez un t-shirt Eagles of Death Metal. J'ai envie de vous demander pourquoi vous le portez. Ouais, aujourd'hui, c'est symbolique. J'ai hésité parce que j'en ai plusieurs. Ça, c'est un nouveau en fait. J'ai encore gardé celui du concert du 13, mais je ne me l'ai pas mis aujourd'hui. Je ne suis pas superstitieux quoi que ce soit, mais je me suis dit, bon voilà, aujourd'hui c'est un peu normal de porter ça, même si il m'arrive de le porter d'autres jours aussi. Hein. Mais ça me semblait évident de porter un t-shirt de ce groupe aujourd'hui. Salah Abdeslam, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Est-ce que vous l'avez entendu au cours du procès ? Oui, je l'ai entendu plusieurs fois, il ne représente pas grand-chose. Dès le départ,
Les accusés m'intéressaient pas. Le procès m'y a fait m'intéresser un petit peu plus, mais voilà, c'est vraiment pas le centre du procès pour moi, même si je sais que c'est leur procès. Et Abdeslam, j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit, j'ai essayé d'écouter ce qu'il a pas dit aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'il a pas dit. Et je suis très dubitatif en fait sur son attitude et son discours, ses excuses, tout en ne condamnant pas l'État islamique. Voilà, donc je crois pas trop à ses regrets. Il a peut-être renoncé, ça on n'en sait rien. Je pense pas qu'il ait renoncé par humanité. Il y a eu pas mal de jeux de rôle. Il y a eu deux moments, je pense qu'il a été sincère aussi. Mais il m'a pas convaincu vraiment. Voilà. Ce qu'il a Comparé à dit, d'autres accusés éventuellement. par exemple, quels sont... Bah, Parce qu'il y a 20 accusés aujourd'hui qui sont jugés, donc une diversité évidemment de profils, de trajectoires, et puis aussi d'accusations. bah, c'est une des choses qui m'a intéressé et justement les médias se focalisent vraiment sur Abdeslam en faisant parfois un peu trop une star. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Bon, il y avait des gens un peu dangereux, enfin non, sans doute dangereux et impressionnants comme Abrini et d'autres. Mhm. Mais il y a les petits accusés, entre guillemets, ceux qui comparaissaient libres, notamment Oukaldi. Moi, j'ai écouté le témoignage d'Oukaldi, c'était assez émouvant, je peux dire. Donc, je me suis peut-être fait De avoir. quoi Mais est-il accusé? lui, c'est un des chauffeurs, et encore un second chauffeur d'Abdeslam. Et lui, voilà, moi je me dis personnellement, ce serait peut-être dur qu'ils prennent de la prison ferme. Voilà. Après, il y a des partis civils qui sont pas d'accord avec moi, hein. Mais c'est une des choses que ça m'a apporté d'écouter les différents profils d'accusés, pour pas forcément tous les mettre dans le même sac. Alors qu'à la base, je suis plutôt à dire, en gros, à partir du moment où on a participé à un attentat terroriste, quel que soit le niveau, il faut prendre pareil. Là, j'ai un petit peu plus nuancé. La question de faire des terroristes, de certains terroristes des stars, c'est une question qu'on se pose. Je veux dire que les journalistes se posent. Certains ont même dit qu'on aurait pu conserver l'anonymat de certains terroristes. Bon, ça aurait été compliqué dans la pratique, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on ne sait pas très bien si le fait de répéter leur nom, de se focaliser sur telle ou telle personne n'est pas aussi une manière, hélas, de servir une cause qu'on ne voudrait pas du tout défendre. Oui, dire leur nom, moi, ça me dérange pas, mais c'était plus parfois relayer son discours des journalistes l'ont fait, hein, en disant quand il affirmait par exemple que les attentats étaient une réponse aux frappes françaises. Voilà, il y a des journalistes qui ont dit bah non, en fait, chronologiquement, ça correspond pas, puis pour d'autres raisons. Mais il y avait un peu le côté le relais de sa parole. Après, c'est dans l'immédiateté, c'est pas forcément facile, mais c'était plus ce côté-là et l'oubli aussi des autres qui ont eu quand même un rôle important, même si lui, il était vraiment dans le commando. Il y a d'autres accusés qui ont eu aussi un rôle important et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, ça c'est un peu dommage. Denis Péchanski, vous êtes historien, vous avez suivi ce procès, vous travaillez sur la mémoire du 13 novembre. Qu'en avez-vous pensé, qu'en avez-vous retenu? Alors ma réponse sera complémentaire de celle qui vient de vous être donnée, c'est-à-dire que je prendrai sous l'angle historique. C'est un procès historique, exemplaire, vraiment très spectaculaire, remarquablement mené du début à la fin. Le début commençant par l'enquête judiciaire-policière qui amène quand même 1 million de pièces au procès, et exemplaire par la tenue même, grâce au président en particulier, mais aussi aux interventions des uns des autres. Et je pense au réquisitoire du parquet, par exemple, mais aussi au comportement des avocats. Mais importance historique parce que c'est une forme de victoire de la démocratie sur la barbarie, sur le totalitarisme. C'est-à-dire qu'on a réussi à monter, en quelque sorte, un procès dans les règles absolues de respect de la démocratie libérale. On a donné les moyens à la défense de s'exprimer, on a permis aux avocats de la défense de s'exprimer, aux accusés de se défendre, ce qui était dans cette situation un peu exceptionnelle, hein, évidemment, cet attentat majeur, était une sorte de leçon qu'on donnait. Et je compare souvent avec ce qui s'est passé après le 11 septembre. Après le 11 septembre 2001, il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès parce que les Américains sont allés chercher les 5 responsables au Pakistan qu'ils avaient repérés par leur service et les ont emmenés à Guantanamo. Bon. Évidemment, après le passage à Guantanamo, un procès était impossible. Bon.
Ça veut dire que la résilience était compliquée. La résilience était compliquée parce que ne s'est pas produit cette étape essentielle dans une démocratie qui est le procès, et un procès équitable. Et j'avance comme hypothèse que ça n'est pas sans conséquence sur le développement de thèses complotistes autour du 11 septembre, qui sont totalement marginales autour du 13 novembre. Christophe Naudin. Oui, non, mais je suis d'accord. Sur le 13 novembre, il y a eu une thèse sur ce qui se serait passé dans le Bataclan, voilà, qui est quand même très marginale, relayée par l'extrême droite assez régulièrement, mais c'est tout. Autrement, et c'est vrai que je pense effectivement que le procès, tout est mis à plat, avec une enquête très impressionnante. Ça permet de réduire, en tout cas pas totalement, mais de réduire ce genre de thèse. Et le 11 septembre, c'était l'exemple alpha, si je puis dire, des thèses complotistes. En plus, avec les débuts d'Internet, tout était relayé beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un des points aussi très importants. Ouais. Le fait de comprendre, alors je ne sais pas si c'était ce que vous cherchiez, je ne sais même pas si ça a un sens, Christophe Naudin, mais le fait d'essayer de comprendre ceux qui ont pris part à cet attentat, ceux qui l'ont préparé, la manière dont ils souhaitaient essayer de justifier, d'expliquer, de se pardonner ou d'être pardonné, bref, est-ce que cela a été quelque chose que vous avez pu entendre pendant ce procès? Alors moi, je m'intéressais au djihadisme depuis longtemps, même avant d'être victime d'attentats. Donc il y a pas mal de choses que j'avais l'impression de connaître, en tout cas sur leur idéologie. Et je m'étais exprimé quand il y a eu des experts qui ont été appelés à la barre, notamment Hugo Micheron. Je m'étais dit, voilà, Hugo Micheron, c'est quelqu'un de très compétent, mais je ne savais pas trop ce qu'il faisait dans ce procès, parce qu'on jugeait les accusés. Donc l'idéologie, en tant que telle, je ne pense pas que le procès ait apporté vraiment quelque chose. Par contre, le parcours de chaque accusé, ça a été bien résumé par les avocats généraux, par les réquisitoires. Ils ont un peu simplifié, je trouve. Ils ont dit que le point commun, un des avocats généraux a dit que le point commun, ils avaient une diversité de profils individuels au niveau social, etc. Mais que le point commun, c'était l'idéologie politico-religieuse. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous, mais la majorité, c'est ce qui est revenu. Et donc les motivations, un mélange de motivations politiques et religieuses, voilà, j'ai l'impression que c'est revenu assez souvent dans le procès, et ça m'intéressait. Denis Péchanski. Je trouve que là, on est au cœur du problème, et que vous avez posé dès le début. C'est-à-dire que le risque, c'est de faire des accusés des héros. Des héros dans certains segments de la société, comme c'est arrivé après l'horreur des attentats de 2012, des meurtres de 2012. On n'a retenu que le nom de l'assassin, y compris attentat de 2012 à Toulouse et à Montauban. C'est pour ça que je ne donnerai pas le nom du terroriste. Non, mais peut-être qu'on peut rappeler le massacre de militaires, le massacre de gamins devant une école juive. Il y a 3 gamins qui ont été massacrés avec directement la balle dans la nuque, avec l'assassin qui rigolait face caméra. Bon, donc c'était juste avant dans le contexte des présidentielles de 2012. Or, on n'a retenu que son nom. Au point d'ailleurs que certains hommes politiques, au moment où ils ont voulu renvoyer à cet épisode-là, avaient complètement oublié le nom, et là c'est Zemmour qui en est un exemple, avait complètement oublié le nom des victimes et ne connaissait que le nom du coupable, ce qui était une forme d'offense d'ailleurs aux victimes. Mais en la matière, il y a un vrai risque, c'est-à-dire que c'est que à force de les mettre en avant et de raconter leur histoire comme des figures héroïques, ce qui n'a pas du tout été le cas dans le procès, on arrive au contraire de ce qu'on cherche. Et là, l'intérêt du procès, d'abord c'est parce qu'il y avait 20 accusés, dont 14 présents. L'intérêt, c'est qu'on a démonté la machine, y compris sur le plan idéologique. On a essayé de comprendre ce qui se passait sans se polariser sur tel ou tel individu. Alors évidemment, on en a un qui a essayé de se mettre en avant comme étant le porte-parole, en gros, du djihad,
sauf qu'il s'est fait ramasser par le président rapidement dès la première... vous savez, l'interrogatoire d'identité, là, il a été magnifique. La Berriès, intérimaire. Hein, c'était fabuleux. Je vais rappeler cette anecdote qui est assez extraordinaire. Donc, il demande à chacun des accusés de se présenter. Et Abdeslam se présente comme soldat du djihad. C'était le porte-parole, en gros, du djihad. Et le président dit, c'est curieux, sur ma fiche, il y a marqué intérimaire. C'était fini, quoi. Donc là, il a démonté, et au fur et à mesure, d'ailleurs, de ce procès, c'est ça aussi l'intérêt, qui a duré 10 mois. Au fur et à mesure de ce procès, on a vu comment on arrivait à démonter la machine. Et même si c'est un procès qui, par définition, vise à définir la culpabilité ou pas des accusés, c'était un procès pour l'histoire. L'autre problème, et c'est un vrai paradoxe, Christophe Naudin, donc il y a la question donc, de ne pas faire des terroristes des héros, il y a aussi la question des détails, quand est-ce qu'on a affaire à finalement une logique qui accroît la souffrance des victimes, qui ne produit pas véritablement de connaissances et qui peut donner lieu au voyeurisme. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, ce que l'on pouvait montrer, donner à entendre pendant ce procès. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait tout montrer et tout dire et tout. Il y a eu des débats sur montrer les images et diffuser le son. Et moi, j'étais vraiment de ceux qui disaient qu'il fallait vraiment le montrer et qui estiment que c'est pas mal ce qui a été fait, mais qu'on aurait pu plus montrer et plus écouter aussi, notamment la fameuse bande-son, l'écouter en entier. Là, il y a eu quelques minutes, mais c'était déjà important. Il y a pas mal de gens qui étaient présents, notamment ceux qui n'avaient pas vécu les attentats, qui ont été vraiment impressionnés, mais dans le sens constructif du terme, par la diffusion de ces images et de ce son. Et ça, c'était vraiment fondamental. Pourquoi vouliez-vous tout montrer ou tout laisser à entendre ? Si on ne montre pas tout au procès, on ne le fera jamais. C'est le moment où ça peut être fait dans un cadre quand même à la fois légal, protégé et à tous les niveaux. Les victimes aussi qui pouvaient être choquées, être protégées aussi. Donc voilà, c'était maintenant ou jamais. Merci Christophe Naudin d'avoir accepté donc d'évoquer ce moment avec nous. Je rappelle que vous avez publié Journal d'un rescapé du Bataclan, Denis Péchanski. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et vous êtes responsable du programme de recherche consacré au 13 novembre. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est aujourd'hui le dernier jour des procès du 13 novembre. À cette occasion, je reçois Denis Péchanski. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes responsable du programme de recherche du 13 novembre. Vous avez notamment publié un ouvrage chez Odile Jacob en compagnie de Laura Nathiez et de Cécile Auchard sur les témoignages, le récit du 13 novembre. Et puis, parmi ces publications, parmi les différents témoignage, il y a aussi cet ouvrage signé Christian Chevandier, Mémoire d'une tragédie aux éditions Robert Laffont. Ce livre, que contient-il en matière de témoignages C'est effectivement le livre le plus récent que nous avons publié et on pourrait le sous-titrer « Les policiers du 13 novembre » puisqu'il s'appuie sur une soixantaine de témoignages que nous avons recueillis dans le cadre du programme de policiers qui étaient directement exposés le 13 novembre et qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient ressenti. C'est une approche d'un historien des professions très, très connu et qui, dans sa dernière partie, assez longuement revient sur la dimension anthropologique de l'affaire, leur rapport au sang, aux amis, à la mort. Enfin, c'est assez fort, je dois dire. Et c'est assez fort parce qu'il a pu s'appuyer sur ces témoignages que nous recueillons depuis 2016 et en particulier sur le son, parce qu'il ne s'est pas simplement appuyé sur le texte, mais sur les verbatims, mais aussi sur l'écoute. Qu'ont retenu ces policiers de cette soirée, de cette nuit, Denis Péchanski ? Alors pour eux, c'est une soirée extraordinaire, bien entendu, par rapport à leur... à ce qu'ils peuvent connaître. Ils étaient tous dans l'urgence et ils ont été confrontés à des scènes de guerre,
tout simplement, à des terrains de guerre. Et on pense aux terrasses, au Stade de France, et on pense bien sûr aux 3 heures qu'ils ont vécues au Bataclan, depuis les policiers de base du 11e qui étaient là tout de suite, les policiers qui ont mis fin aussi, les deux, j'appellerais les 2 cadors de la BAC, là, qui ont mis fin à la tuerie en direct, on va dire, les morts en direct par balle, à 21h59, 22h, en entrant dans le Bataclan et en abattant un des terroristes qui se trouvait sur la scène avec leur Glock, hein, c'était face à des Kalachnikov quand même. Et puis l'équipe de la BRI qui sera ensuite rejointe par le RAID pour la libération des otages et la neutralisation des 2 terroristes qui restaient. Donc là, ils ont vécu quelque chose que, évidemment, ils n'ont jamais vécu. Et à titre anecdotique, vous savez, parce qu'on a, dans ces entretiens, c'est des entretiens libres, hein, ils parlent 2 heures, 3 heures de leur histoire. Je me souviens, un des commissaires, on a été 2 d'ailleurs, des entretiens de commissaires qui étaient rentrés dans le Bataclan. Je me souviens, il me dit au début, mais est-ce que je peux rentrer dans les détails? Je dis, bien entendu, vous prenez votre temps, c'est à vous d'en décider. Mais ça va être assez glauque. Et là, évidemment, réaction, mais nous sommes des professionnels, bien sûr, on est prêt à l'entendre. Et là, on s'accroche à la table. Voilà. On s'accroche à la table pour entendre ces policiers, on s'accroche à la table pour entendre les rescapés, pour entendre les parents endeuillés. C'est sans doute les témoignages les plus durs que nous avons eu à entendre, et d'ailleurs, ça s'est retrouvé dans le procès. Mais aussi, on a voulu comprendre avec mon collègue Francis Eustache, qui est neuropsychologue, qui est co-responsable du programme, mais de comprendre l'ensemble de la palette des Français qui ont été confrontés à cet événement exceptionnel. Et donc, on va du plus proche des personnes exposées jusqu'à ce qu'on appelle le cercle 4, les 3 villes de province, donc très à distance de l'événement, des personnes qui n'avaient pas de lien avec l'événement. Et alors, qu'observe-t-on? Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on observe? Le tri de la mémoire, parce qu'on en a aussi confirmation par des études qu'on veut, parce qu'évidemment 1000 personnes hein, qu'on va essayer de suivre 4 fois, 2016, 2018, 2021, 2026, pour voir comment évolue cette mémoire individuelle, très, très influencée par la mémoire collective. Et en même temps, on a une étude du CREDOC, qui est une structure qui, tous les 6 mois, prend le pouls des Français. Donc on a aussi une sorte de représentation de la mémoire collective du 13 novembre dans la société française. Et alors qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a l'habitude pour les historiens de distinguer l'histoire de la mémoire, de considérer qu'il y a des cadres sociaux pour la mémoire et que ceux-ci influencent, modifient les souvenirs, façonnent les souvenirs qu'on a d'un événement. Pratiquement, au sujet du 13 novembre, à quoi assiste-t-on, Denis Péchanski? Alors, je vais distinguer 2 moments. Avant le procès, un mécanisme de condensation mémorielle, assez classique dans les phénomènes de mémoire. Simplifié, je vais prendre 2 questions qu'on pose. La première, quels sont les événements, les attentats terroristes qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000? Et là, on a une concentration croissante autour du 13 novembre, très clairement. Deuxième question, quels sont les lieux du 13 novembre? Et là, depuis 2016, où les lieux étaient assez largement représentés, bien sûr le Bataclan, mais aussi Paris, qui était flou, et puis le Stade de France, et les terrasses. Au fur et à mesure des années, on a eu une condensation autour du Bataclan, lieu précis, ou Paris, lieu flou, et un effondrement des références au Stade de France et aux terrasses. Et là, c'est très grave. Et c'est là où on rejoint aussi les politiques mémorielles et leurs conséquences sur les individus. Parce que pour les rescapés ou pour les parents endeuillés du Stade de France et des terrasses, c'est la double peine. Non seulement
ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais en plus, ça n'est plus relayé dans la mémoire collective. Et c'est là où le procès peut intervenir. Est-ce qu'il y a une manière d'expliquer cela? Alors, est-ce que l'on peut expliquer pourquoi c'est le Bataclan qui retient l'attention? Il y a eu aussi beaucoup de morts sur les terrasses parisiennes. Alors, je dirais pour deux raisons. La première, c'est que face à tout événement historique, on retient ce qui suffit à comprendre l'événement. Sur le 11 septembre, en France, le 11 septembre 2001, ce sont les tours. Très peu évoquent le Pentagone, et bien sûr, pratiquement personne ne pense à l'avion qui s'est crashé à Shanksville, à côté de Philadelphie. Et c'est un peu la même chose sur le 13 novembre. On retient ce qui symbolise en quelque sorte cet événement, qui est considéré comme un événement historique majeur par la population. Et c'est le Bataclan, parce que 90 morts sur site, sur les 130. C'est la salle fermée, c'est aussi la scène qui dure le plus longtemps, parce que la particularité finalement de ces attentats multisites, de terrorisme porté, donc organisé depuis Syrie-Irak, c'est qu'on a du côté des terrasses et du Stade de France, 3 explosions, puis les terrasses, ça dure 1 minute, 2 minutes. Bon. Le Bataclan, ça dure depuis 21h48, quand les terroristes sortent de leur voiture devant le Bataclan, jusqu'à minuit 18, quand l'assaut se termine. Donc évidemment, il y a aussi la question du temps et puis la symbolique d'une salle de spectacle attaquée par ces terroristes. Mais je vais vous dire, la 3e explosion du Stade de France, on l'évoque peu, on a été les premiers à insister là-dessus dans notre livre racontant cette histoire du 13 novembre. Et on a insisté sur le fait que la 3e explosion survient durant la mi-temps, alors que les 2 premières, c'était une quinzaine de minutes après le début du match. Si jamais le président de la République, sa responsable GSPR, la sécurité, le patron des pompiers, le patron de la sécurité du stade avait dit « Allez, on va essayer d'évacuer le stade parce qu'ils vont avoir des coups de fil, des textos, les réseaux sociaux, ils vont s'affoler. Il y a eu 2 explosions, on va tranquillement les évacuer du stade. » On aurait eu une explosion, la 3e explosion, avec sans doute des dizaines de morts en direct, et puis avec les piétinements encore, peut-être des dizaines et des centaines de morts. Donc évidemment, là aussi, ça changeait la donne, bien sûr. Donc là, cependant, c'était bien le Bataclan, à ce moment-là, qui était la cible privilégiée. Mais c'est étrange la mémoire, puisque on voit le poids donc du Bataclan dans la mémoire des attentats. Un attentat comme celui de Nice est aujourd'hui peu évoqué. Alors on peut expliquer pourquoi. Il y avait un terroriste. Ce terroriste aujourd'hui a été oublié. Peut-être que comme il n'a pas fourni de discours, c'est peut-être la raison pour laquelle ce terrible attentat a été omis. On évoquait l'attentat de Toulouse de mars 2012. Celui-ci aussi a été en partie oublié alors qu'il annonçait ce qui allait suivre Denis Péchanski. Oui, il y a une sorte de tri qui se fait dans la mémoire. On peut trouver beaucoup de raisons. Pour Nice, outre la symbolique de la capitale qui joue évidemment à l'échelon mondial, par rapport à Nice, on a le massacre des enfants, qui est la singularité, non pas par rapport aux autres actes terroristes, puisqu'on évoque les enfants Sandler, Monsénégo en 2012, mais là, massivement,
dans un massacre qui tue plus de 80 personnes. Oui, Donc, un soir quand même de fête nationale. Soir de fête nationale, ce qui d'ailleurs va poser un problème pour la gestion de la mémoire, parce qu'il y a une sorte de conflit mémoriel. Est-ce qu'on doit commémorer l'hommage aux victimes le 14 juillet, ou bien la reconstruction symbolisée par la commémoration du 14 juillet 1789-90. Donc là, on est confronté à un autre problème mémoriel. Mais aussi la singularité de Nice par rapport à Paris, c'est que c'est pas multisite et ce n'est pas un attentat terroriste projeté. C'est un individu qui est évidemment islamiste, mais qui prend lui-même la décision connecté, bien sûr, par réseaux sociaux, mais on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées que l'attentat multisite projeté pour Paris, 13 novembre. Je pense que tout ça participe à l'explication, mais on verra aussi l'impact que pourra avoir le procès de Nice, qui commence en septembre. Il commence en septembre, le procès de Nice. Qui va être jugé ? C'est l'histoire qui va être jugée d'une certaine façon. On va écouter les parties civiles, on va voir s'il y a les personnes qui ont pu aider l'assassin à se fournir éventuellement avec ce camion. Enfin bon, on va être confronté aussi à une situation qui n'est pas la même que celle du 13 novembre, et qui n'est pas la même que celle de janvier. Le procès de janvier, il y a un an avant, pardon, à l'automne 2020, puisque c'est une succession de procès, finalement, à laquelle on assiste. On n'avait pas les terroristes de première main, voilà. On avait beaucoup de second couteau, ou de troisième couteau. Ça a été un des problèmes pour le procès de janvier. Pour le procès des attentats de novembre, là, c'était autre chose. Parce qu'on avait, certes, il y avait ce que Camille Hennetier, l'avocat général, l'une des trois avocats générales, a appelé des petites mains, effectivement, mais on avait aussi le seul terroriste actif dans cette équipe de terroristes lancés pour les attentats de Paris, l'un des 10, le seul survivant, plus celui qui devait participer au 13 novembre, et puis 3 qui devaient se faire sauter dans l'aéroport d'Amsterdam. Justement, est-ce qu'il vous a appris quelque chose, ce terroriste ? Est-ce que son discours pendant ce procès du 13 novembre de Denis Péchanski, permet d'éclairer certains de ses actes, ses motivations, son idéologie ? Sont toujours des engagements personnels et collectifs, donc pour ça, effectivement, ça participe de la compréhension du phénomène. Pour ceux qui sont français et belges, qui représentent donc la très grande majorité des terroristes, l'intérêt de les entendre, c'est d'essayer de comprendre comment s'articule à la fois ce lien très, très fort, évidemment, avec le djihadisme, et en même temps l'inscription dans la société, que ce soit la société française ou la société belge. Et là, on peut en tirer des conclusions. On n'est pas confronté à une sorte de lumpenprolétariat, comme on disait dans ma jeunesse, de gamins complètement paumés, à la marge. Non, ils sont assez bien installés. Alors, ils sont pas riches, c'est pas le problème. Enfin, ils sont bien installés dans la vie, avec un passé ou un présent de petits ou moyens délinquants qui est apparu très clairement dans le procès. Oui. Mais justement, ce qui est singulier, puisque si on songe, alors je ne veux surtout pas faire de parallèle, mais quand on prend par exemple, il y a eu beaucoup de procès de terroristes d'extrême gauche, on n'a pas du tout affaire au même profil.
ce ne sont pas les mêmes parcours. Et donc, il est difficile, même si parfois cela a pu être dit dans le débat public, de considérer qu'on a affaire à une islamisation de la radicalité, parce que les profils sont très divergents. Oui. C'est une singularité de la radicalité islamiste, là. Très clairement, une singularité à laquelle on est confronté, mais en même temps dans des sociétés données. Et donc, il faut comprendre ce qui s'est passé dans nos sociétés qui ont pu nourrir ce genre d'individus et de comportements. Bien sûr, il faut comprendre, mais ce que l'on comprend déjà en ayant entendu les uns et les autres, c'est qu'en fait, il n'y a pas une pulsion qui serait, je ne sais pas, une pulsion terroriste qui pourrait s'exprimer, quel que soit le discours du terroriste. On a affaire à des profils qui sont des profils différents. Donc là, en l'occurrence, des personnes qui ont eu des carrières, comme on dit en sciences humaines, des carrières de délinquants avant d'opérer une sorte de transformation qui passe par ce discours et ces actes terroristes. Oui, et puis ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, c'est que ça rassurait les parents. Parce que les parents voyaient des délinquants qui tout d'un coup arrêtaient, quelquefois arrêtaient la drogue, arrêtaient toutes leurs actions délinquantes, et donnaient dans la religion. Et ils avaient l'impression que la religion les sauvait de ce processus largement avancé. Justement, ces procès ont été également l'occasion, Denis Péchanski, de donner la parole aux familles des terroristes, de leurs complices, de leurs comparses. Qu'est-ce que l'on retient de ce discours-là aussi ? Honnêtement, pas grand-chose. Je pense que c'est pas ce qui ressort le plus, parce que les comparses vont mettre en avant des liens d'amitié, une sociabilité. Les familles vont parler, vont dire ce sont nos gosses, quoi. Et donc il y a eu un bouquin écrit par Georges Saline et Ami Moore, Saline ayant perdu sa fille au Bataclan, et Ami Moore étant le père d'un des terroristes, d'ailleurs le premier qui au Bataclan va être neutralisé par les deux héros de la BAC. Ils essayent de dialoguer, mais au procès, on voit bien qu'Ami Moore a été mis en difficulté, parce qu'il essayait non pas de justifier, mais d'expliquer ce qui s'est passé, avec évidemment une condamnation absolue de cet attentat, mais il ne donne pas de clé. Et je pense qu'on n'a pas de clé comme ça. C'est pas comme ça qu'on arrivera à trouver des clés. Alors c'est comment ? Plus par une analyse à la fois sociologique, psychologique, encore une fois dans une approche un peu transdisciplinaire. On n'aura pas de clé unique par la sociologie ou l'histoire, par exemple. Il faut à tout prix qu'on mixte ça avec la compétence des psychologues et des neuroscientifiques. Bon, mais il y a quand même le poids de l'idéologie, parce que c'est quand même ce qui prédomine. Nous vivons dans une époque où on a tendance à oublier l'idéologie, tendance à oublier qu'elle existe, et lorsqu'on entend tel ou tel terroriste, ça nous rappelle que ça existe, et que l'idéologie, ça peut aussi, pas toujours évidemment, mais ça peut aussi donner ce type d'acte, Denis Péchanski. Ça peut donner ce petit type d'acte, et ça signe, pour la France en tout cas, pour la Belgique d'ailleurs de même façon, mais la faillite des structures traditionnelles d'encadrement qu'on connaissait dans les années 50-60, et en particulier dans les quartiers populaires, qui étaient encadrés soit par le Parti communiste, soit par l'Église, et en l'occurrence souvent par les deux, et assez souvent ensemble, avec les prêtres ouvriers, et où ils ouvraient d'une certaine façon des capacités d'intégration et de promotion
qui n'existe plus. Et cette faillite des structures est, à mon avis, l'un des défis majeurs auxquels est confrontée la société française depuis maintenant 20-30 ans. Mais même plus largement, lorsque l'on songe à la manière dont on écrit l'histoire des pages traumatiques de Denis Péchanski, avant de vous intéresser aux attentats du 13 novembre, vous êtes intéressé aussi à l'histoire de la Shoah, aux rescapés, mais aussi aux coupables. Il y a eu des procès, notamment des procès de dignitaires nazis. Lorsqu'on s'intéresse au mal, à ces mécanismes, qu'est-ce que l'on retire de ces différentes étapes et expression du mal? Je pense qu'on atteint les limites des capacités d'analyse des dérives des assassins de masse et aussi des comportements humains. C'est une approche anthropologique indispensable, mais qui a atteint aussi ses limites. Quand je pense aux discussions que je peux avoir régulièrement avec mon ami Patrick Desbois, qui est ce prêtre qui, depuis des années, a travaillé sur la Shoah par balle, l'extermination à l'Est, qui a recueilli des entretiens avec son équipe, Yahad Nounoum. On est aux limites du compréhensible, quoi. Je veux dire, quand vous avez, et on le voit au mémorial de Caen, un témoignage d'un officier qui écrit à sa femme, un officier SS, qui dit que le matin, ils étaient rentrés dans un village, et puis c'était un peu une opération de balle-trappe, on lançait les nourrissons en l'air, et eux, ils tiraient, quoi. Bon. Et expliquant après que si jamais ils ne faisaient pas ça, évidemment, plus tard, ces nourrissons, devenant des enfants, des ados, jeunes adultes, viendraient se venger. Bon, dire quand vous lisez ça, vous dites, on atteint les limites de possibilités de compréhension, mais c'est peut-être là où on doit encore plus faire intervenir les avancées assez notables des études en psychologie. Mais pourtant, ces gens-là, en psychanalyse. Pourtant, ces gens-là, ils ont des discours. Denis Péchanski, Eichmann avait un discours. Les terroristes survivants avaient un discours. Enfin, je pense notamment à celui qui a témoigné, a été interrogé, lors des procès du 13 novembre. Pourquoi ne pas retenir ce discours ? Il faut toujours retenir le discours, mais c'est un discours de légitimation de leurs propres actes. Ça leur permet de comprendre pourquoi effectivement, ils s'autorisent à obéir et à participer à un massacre collectif. Et ça, bien sûr qu'il faut partir de ces discours, mais ça ne suffira pas. Tout ce que je veux dire, on atteint nos limites. Quand je pense au développement des sciences sociales, et pour passer là du côté des victimes, j'en ai un peu marre de parler des assassins tout le temps, mais quand je vois pour les victimes... Mais parce que ce sont eux qui sont les plus compliqués à comprendre. Oui, bien sûr, mais regardez pour les victimes, quand on prend l'exemple 1980, vous avez l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. On parle des morts, des blessés, mais des blessés physiques. On ne parle pas des blessés psychiques. Les gens, ils rentrent chez eux, on ne se pose pas la question. Aujourd'hui, que cette question du trouble de stress post-traumatique est rentrée vraiment dans la mémoire collective même, puisque tous les Français ont entendu parler du trouble de stress post-traumatique. Le moindre accident un peu sérieux de la circulation, vous avez une cellule d'urgence médico-psychologique qui est à l'action. Donc on voit bien comment aussi, avec le temps, avec l'évolution des connaissances, on a un rapport nouveau à ce qui se passe chez l'individu confronté à une situation extrême. Eh bien, l'invention sociale du trouble de stress post-traumatique est une révolution.
Et ça date de la fin des années 70. Est-ce que ça aide les victimes ? Certainement, parce que ça permet, on s'en aperçoit nous avec nos travaux sur le trouble de stress post-traumatique, puisque c'est l'un des objectifs que nous poursuivons dans le programme 13 novembre avec l'équipe de Francis Eustache. On essaye de comprendre comment fonctionne le trouble de stress post-traumatique et d'une certaine façon de donner des clés éventuellement pour un protocole thérapeutique. Vous savez, il y a une chose toute simple à comprendre. Le trauma, c'est la présence du passé dans le présent comme présent. Ça vous envahit complètement. C'est comme si, d'une certaine façon, il n'y avait plus de place pour la mémoire. Et vous êtes polarisé, non pas sur un récit global, mais sur une image qui vous a traumatisé. Et toute thérapie, je pense par exemple à l'EMDR, qui semble très efficace, ou les TCC, et a pour objectif, toute thérapie a pour objectif de renvoyer dans le passé ce qui doit être dans le passé. On n'oublie pas, mais on doit mettre à distance. Et mettre à distance, ça passe par la construction d'un récit. Et ça permet d'engager un protocole de soins. Denis Péchanski, merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif que vous avez signé 13 novembre, des témoignages, un récit, Laura Nathiez, Cécile Hochard l'ont coécrit avec vous, c'est aux éditions Odile Jacob. Et puis l'ouvrage de Christian Chevandier, Mémoire d'une tragédie, autrement dit, mémoire des policiers qui sont intervenus le 13 novembre aux éditions Robert Laffont.